Cher public, bonjour, je me présente, je suis Véronique Serrano, conservateur en chef du musée Bonnard, et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui cette exposition consacrée à Félix Vallotton, en noir et en couleur, pour laquelle j'ai partagé le commissariat de cette exposition avec Gilles Gentil, historien d'art, spécialiste des nabis et passionné par cet artiste. Nous l'avons suivi dans les salles du musée pour une visite synthétique et cette exposition est également l'occasion de coups de cœur de la part des commissaires, mais aussi de l'équipe pédagogique. Et vous pourrez voir ces coups de cœur au fil des jours ou au fil des semaines sur le site du musée. Bonjour, je voulais vous inviter à visiter l'exposition Félix Vallotton en noir et en couleur au musée Bonnard, au Canet. Cette exposition a un certain nombre de spécificités particulièrement intéressantes. C'est une exposition dont les œuvres sont issues d'une collection particulière, ce qui veut dire que l'on a rarement l'occasion, très rarement même, l'occasion d'en voir les pièces. C'est une exposition également qui rassemble à la fois des peintures, comme vous pouvez le voir ici avec cette femme au manchon, et en même temps des gravures, un ensemble de gravures dans un état de conservation absolument exceptionnel, et un ensemble de gravures qui s'étalent sur toute la période de création de Félix Vallotton. Donc, je vous invite à aller la visiter. Dans cet ensemble de gravures, donc, nous avons un certain nombre de spécificités. D'abord, toutes les techniques de gravure y sont représentées. Des gravures sur cuivre, des gravures sur bois, je vous en montrerai des magnifiques dans un instant, mais aussi des incographies, comme l'on peut voir ici avec la série Paris Intense, c'est-à-dire des gravures qui sont faites sur zinc. L'autre spécificité de cette exposition, c'est que nous y avons rassemblé des séries complètes dans un état de conservation, comme je le disais, absolument exceptionnel. Et ici, vous avez toute la série Paris Intense qui a été éditée par l'éditeur Joly, le même qui fera le plan commode, même pour lequel Félix Vallotton fera le plan commode. Mais cette exposition est aussi très exceptionnelle pour un certain nombre d'autres raisons. Et en particulier, vous pouvez le voir ici, parce que pour un certain nombre de gravures, nous présentons à la fois la gravure achevée, mais aussi le dessin préparatoire, ce qui vous permettra eh bien, de comparer à la fois l'état préparatoire et l'état définitif et les différentes étapes de création, de rentrer littéralement dans le processus créatif de l'artiste. Et c'est à tout cela que cette exposition vous invite et qu'elle vous offre. Alors, c'est une exposition qui, notamment ici, dans cette première salle, eh bien, montre ce qu'a été le Paris des années 1890, 1900, 1905, à commencer par la société dans ses différents aspects. Par exemple, ici, nous avons dans cette gravure, qui là est une gravure sur bois de Félix Vallotton, eh bien, une représentation du bon marché. Et pour Félix Vallotton, eh bien, qui venait de Suisse, qui était lausannois d'origine, eh bien, c'était pour lui véritablement une nouveauté que de découvrir ces grands magasins. Le Bon Marché, fondé par Aristide Boucicaut, avec eh bien, une spécificité, c'était que les clientes, et on le voit d'ailleurs, c'est très bien montré par Félix Vallotton ici, eh bien, pouvaient toucher littéralement la marchandise qui était montrée, exhibée à tout le monde, et donc c'est ainsi que ce grand marché, ce bon marché, a eu une très très grande célébrité. Vallotton montre les bourgeoises et autres se pressant dans le magasin des modistes, allant au bon marché, étant chez la couturière ou chez la chapelière. D'ailleurs ici, nous avons volontairement mis côte à côte à la fois une gravure sur bois et à la fois une lithographie, donc une lithographie qui n'est pas faite sur bois, mais qui, comme son nom l'indique, est faite sur pierre. Et puis nous avons voulu aussi
confronter les différents aspects de la vie parisienne, la modiste ici, ou parfois le bal masqué, une société des spectacles. Et pour la petite histoire, la dame qui ici est en train de disputer visiblement de manière un peu véhémente l'homme qui est à côté, pour la petite histoire, selon la légende, ce serait Yvette Guilbert en train de gourmander Toulouse-Lautrec. Et donc, vous voyez, Vallotton qui s'intègre au groupe artistiques les plus d'avant-garde de la fin du XIXe siècle, ce que l'on va appeler les Nabi, Bonnard, Vuillard, Maurice Denis, et donc Vallotton, bien sûr, est aussi même très attentif à la société de son temps. Alors, l'attention de Félix Vallotton à la société de son époque et aux différents événements de son époque, on peut le voir, par exemple, ici, dans cette série complète que nous présentons, de 6 estampes représentant l'exposition universelle de Paris de 1900. La première chose qui frappe lorsque l'on regarde cette série, c'est le nombre de personnes. Vallotton, littéralement, accumule des visages, agglutine des personnes dans cette exposition. Et là, d'une certaine manière, l'on voit véritablement qu'il a tout à fait compris ce qui a été le grand moment de cette exposition, c'est-à-dire la foule à Paris. Rappelons que l'exposition universelle de Paris de 1900 a rassemblé près de 50 millions de visiteurs, ce qui, même à l'aune d'aujourd'hui, est quand même tout à fait exceptionnel. Mais il y a aussi autre chose, et on peut le voir tout à fait dans cette série d'estampes, c'est qu'il s'intéresse justement aux gens. Et quand on compare les images, les sujets choisis par Félix Vallotton avec les sujets qu'ont choisis ses contemporains, on s'aperçoit de la véritable, originalité de Vallotton. La majorité de ses contemporains ont montré la manière avec laquelle les gens montaient et tombaient sur le fameux trottoir roulant. Lui, non, s'intéresse aux gens, aux attitudes. Il y a véritablement une fascination chez lui pour la physionomie du peuple de Paris. Cette très très grande originalité visuelle chez Vallotton, je vous invite aussi à la découvrir dans une autre estampe, une gravure sur bois ici, qui est celle-ci, qui s'intitule « Le coup de vent ». Il faut savoir que chez Vallotton, il y a très souvent des allées et des retours entre différents médiums, et notamment entre la peinture et la gravure. Il se trouve qu'il existe un tableau qui s'intitule Le coup de vent, qui est dans des tonalités rouges et qui est en revanche avec une disposition du sujet qui est extrêmement proche de cette gravure, à ceci près que le tableau en réalité est antérieur à la gravure. Et dans le tableau, le petit chien qui est ici à droite de la composition n'est pas présent, n'existe pas. Et en fait, dans cette partie droite du tableau, on ressent d'une certaine manière comme un certain vide que l'on voit qu'il a comblé dans la gravure. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est à la fois s'intéresse à certains aspects, la vie des gens, les physionomies, et en même temps c'est un virtuose presque cinématographique de la composition des images. D'ailleurs, si nous parlons un instant de cinéma, on peut le voir ici dans ce tableau qui s'intitule « En promenade », avec cet effet de travelling visuel qui est tout à fait saisissant. Cette petite fille qui s'échappe du groupe d'adultes ici, qui va marcher. Là, on est véritablement à l'époque du cinéma, c'est tout à fait clair. L'intégration par la peinture du langage cinématographique. Dans cette salle, nous avons évoqué, à travers une série de pièces présentées, depuis l'arrivée de Vallotton à Paris jusque dans les années 1895, nous avons évoqué la fascination de Vallotton pour la société du spectacle. Et c'est vrai qu'arrivé à Paris, nous avons ici un merveilleux dessin de 1886, datant de 1886, et d'ailleurs dont nous ne savons pas véritablement quelle en était la destination. Nous le voyons exactement comme son contemporain
Toulouse-Lautrec, eh bien, s'intéressait au monde des cafés-concerts, au monde des théâtres, des cabarets, des cafés-concerts. Et c'est vrai qu'il ne faut jamais oublier que dans les années 1890-1900, eh bien, l'on a énormément fréquenté ces lieux de plaisir, ces lieux de convivialité, ces lieux de spectacle. En clair, on est beaucoup sorti. Vallotton est donc un témoin de son temps, comme Toulouse-Lautrec, mais Vallotton est aussi un affichiste, comme Toulouse-Lautrec, absolument génial. Et il faut dire que cet homme, qui a un sens absolument virtuose de l'image, qui sait composer des images avec une dynamique absolument éblouissante, eh bien, c'est très vite avéré un très grand affichiste. En témoigne ici eh bien, cette affiche pour la Pépinière, qui donc se trouvait du côté de la Pépinière, près de la gare Saint-Lazare, qui à l'époque était ce qu'on appelait le quartier de l'Europe, quartier neuf d'ailleurs à l'époque. Et ce que je trouve extrêmement intéressant dans cette image, c'est d'abord qu'il utilise la diagonale ici circulaire, exactement comme Daumier le fait dans un certain nombre d'estampes. Vallotton est en tant que tel, d'ailleurs, à bien des égards, un héritier de Daumier, et qu'en même temps, et c'est ça qui est très émouvant, il mélange à la fois des visages qui sont presque très facilement identifiables, ou du moins qui sont issus d'hommes réels, avec ce qui semble bien être eh bien, des visages complètement abstraits, presque des masques japonisants. Et donc, il y a à la fois, dans les salles que nous avons construites, il y a à la fois des aspects qui sont révélateurs de la société, et en même temps des aspects tout à fait visuels encore, avec cette gravure sur bois qui illustre une partie de poker avec véritablement, mis à part les visages éclairés par les bougies, eh bien, le noir complet qui envahit complètement la scène. Il y a là quelque chose, une proposition graphique d'une radicalité absolument étonnante. Dans cette salle consacrée à la sensualité féminine et que l'on peut voir à travers un certain nombre de gravures et de tableaux, nous avons aussi rassemblé cette série de gravures issues d'une série extrêmement rare, extrêmement précieuse, tirée à peu d'exemplaires, qui s'intitule « Les Intimités ». Et ce qui est tout à fait intéressant dans cette série, c'est que Vallotton y aborde de manière frontale, de manière radicale, sans concession, idéologiquement également, eh bien, les rapports entre l'homme et la femme, ou d'ailleurs, c'est très souvent eh bien, la femme qui a d'une certaine manière eh bien, le beau rôle. Avec, par exemple, ici, dans Le Confiant, qui est une image tellement étonnante, l'homme qui va se précipiter dans les bras de la femme, enfin qui est en train de baiser ses mains, et le sous-titre, le titre, Le Confiant, la légende, Le Confiant, eh bien, nous dit qu'en réalité, il est trop confiant. Mais en fait, Vallotton nous le dit aussi d'une autre manière. Regardez par exemple la manière avec laquelle il traite la végétation, les fleurs du canapé, toutes jolies, toutes en sinuosité, et puis sur la partie en haut, ici, à gauche, eh bien, ces plantes, ces feuilles qui, d'une certaine manière, vont comme des tentacules et qui expriment d'une certaine manière eh bien, la captation de la confiance de l'homme. Inversement, on voit ici un homme qui, de manière visiblement véhémente, grossière, brutale, est en train de reprocher à une femme, dans cet éclat, une feuille, une facture, un billet doux, peut-être sans doute une facture, dont énormément d'autres exemplaires eh bien, s'entassent ici dans la partie droite. Dans le grand moyen, on voit une femme pleurer et on imagine que c'est là le grand moyen pour attendrir le cœur de l'homme. Mais ce qui est très intéressant chez Vallotton, c'est qu'au fond, Vallotton utilise des images, façonne des images et utilise des titres qui peuvent au fond se lire de deux côtés. C'est-à-dire qu'on peut les interpréter souvent de deux manières. Au fond, il laisse le spectateur faire lui-même sa propre interprétation, et c'est ça qui est extrêmement intéressant.
Maintenant, nous avons aussi présenté dans cette salle des tableaux qui témoignent, notamment passé les années 1900, de l'évolution de Vallotton vers plus de classicisme, comme en particulier ici de ce buste de baigneuse, mais qui montre aussi la manière avec laquelle il oscille, avec beaucoup de raffinement, entre la relecture de la culture picturale classique et puis le rapport réaliste et sensuel au corps féminin. Donc c'est au fond une salle qui offre plusieurs niveaux de lecture, sans pour autant d'ailleurs éviter les aspects les plus radicaux, d'une certaine manière les plus sensuels, parfois même les plus érotiques. En témoignent ici les mois, gravure extrêmement intéressante. Et remarquez ici le couple qui est dans la nature, qui est en train de s'ébattre, de s'embrasser, mais déjà le soleil est obscurci par des nuages. Et au fond, ici, alors que le couple est tout à l'amour, eh bien, les nuages qui sont en train de s'amonceler et d'envahir la scène disent que d'une certaine manière, eh bien, cette félicité sensuelle et physique n'aura qu'un temps et va être bientôt interrompue. Voilà. Et c'est toute la richesse de l'image et de l'interprétation que l'on peut en faire de ces images de Vallotton que nous avons voulu vous proposer. Eh bien, nous nous trouvons maintenant au 4e étage, dans la salle consacrée à la musique, et nous avons la chance ici de vous présenter et pour vous de découvrir eh bien, à la fois une gravure sur bois et son dessin préparatoire. Alors, cette gravure, en réalité, est extrêmement intéressante, d'abord par son sujet. Parce que nous y voyons une femme au piano, ce qui évidemment nous renvoie à toute la pratique de la musique que dans l'intimité les bourgeois avaient à l'époque. Dans quasiment chacune des maisons bourgeoises, il y avait un piano, les maîtresses de maison jouaient du piano, parfois même chantaient, et chez les nabis, le rapport à la musique est quelque chose d'extrêmement important. L'épouse de Maurice Denis chantait très bien. On y chantait souvent de la musique romantique. On y chantait Schumann, on y jouait Liszt, on y jouait Chopin. Et l'histoire veut que cette femme ici au piano ne soit autre que Missia Nathanson, l'épouse de Thaddée Nathanson, c'est-à-dire le directeur de la Revue Blanche, ce qui nous ramène évidemment à l'histoire de la convergence entre les nabis et les revues de l'époque. Et la petite histoire veut aussi qu'il se trouve ici Édouard Vuillard, dont Missia était la muse, ainsi qu'ici Alfred Cortot, qui était à l'époque un très très grand musicien, qui a été d'ailleurs un grand professeur de piano d'un certain nombre de gens très importants à l'époque, et qui sont devenus très importants par la suite, et qui étaient à l'époque extrêmement célèbres. Ce qui est très intéressant de voir entre à la fois la gravure définitive et le dessin préparatoire, c'est justement toutes les différences. Différence évidemment de teinte, un papier gris alors qu'on va travailler sur un papier clair par la suite. Différence de motifs, regardez en particulier les différences dans le pot de fleurs, les différences également dans le rideau ici bien défini alors que là il est simplement esquissé. En réalité, il faut savoir que quand on regarde tous les dessins préparatoires de Vallotton, dessin après dessin et jusqu'au travail définitif sur la planche, les graphismes évoluaient. Et ça, c'est extrêmement intéressant à noter. Alors, dans cette salle, nous vous présentons également une série de gravures consacrées à la musique avec les différents instruments, le violon, le violoncelle, la flûte, le piano, le piston, ainsi que la guitare. Et là, à ce sujet, je voulais d'ailleurs insister sur le fait qu'il faut toujours avoir conscience, lorsque l'on regarde une gravure de Félix Vallotton, que c'est lui-même qui a gravé les planches des gravures sur bois. Alors ça paraît une évidence comme ça, mais ça ne l'est pas, parce que si l'on prend un certain nombre d'autres artistes contemporains, assez souvent ils avaient recours à des praticiens, alors que Vallotton, lui, a absolument tout fait lui-même, et il faut se rendre compte de la difficulté
technique de cela. Deuxième petit aspect technique sur lequel je voulais insister ici, c'est que toutes les planches sont signées de ce crayon bleu. Elles ont été très souvent, comme très souvent chez Vallotton, tirées à petit exemplaire, 25, 50, maximum 100, et ce sont véritablement chacune des travaux qui ont été lentement et patiemment élaborés. Dans cette salle, nous avons voulu vous présenter toute une série de paysages de Vallotton post les années 1900. Alors, il faut quand même savoir une chose, c'est que pendant très longtemps, les historiens de l'art, que ce soit des gens qui écrivaient des livres ou des gens de musées, ont plutôt négligé ou ont moins aimé cette période de Félix Vallotton. Pourquoi ? Eh bien, parce que c'était chez lui une période qui correspondait à un progressif retour à la profondeur de champ, au ton local, au modelé, aux touches fouettées. En clair, on découvre un Vallotton qui progressivement réintroduit un certain nombre de caractéristiques de l'impressionnisme, et donc il était considéré par certains, à tort, comme quelqu'un qui était devenu, comme un artiste qui était devenu moins moderne. Ceci étant dit, que peut-on dire de ces paysages ? La première chose à dire, c'est que ces paysages de Vallotton sont quasiment systématiquement liés à des lieux de villégiature, c'est-à-dire à des lieux qu'il a précisément vus, dans lesquels il s'est promené, à côté desquels il résidait. Alors ça peut par exemple être les paysages des années 1900 de Romanel et de Lana, c'est-à-dire juste à côté de Lausanne, et puis ça peut être aussi des paysages de Bretagne, comme par exemple, on voit ici le paysage de Houlgat, avec marée montante à Houlgat qui date de 1913. Et on sait qu'il est allé en Bretagne, généralement avec ses amis, parfois avec Vuillard, souvent avec les SL, voire avec les Bernheim. Les caractéristiques principales de ces paysages, et qui les rendent d'ailleurs extrêmement intéressants, c'est qu'on voit un Vallotton qui combine à la fois des aspects réaliste, c'est-à-dire que l'on voit la mer se retirant, on voit l'étendue de sable avec l'eau résiduelle qui tout doucement descend vers la mer, et en même temps, eh bien, on a chez Vallotton toute la leçon, toute la richesse qu'il a apprise au cœur du processus créatif des estampes, qui sont le graphisme, des graphismes absolument extraordinaires. Et si l'on regarde bien ici, eh bien, on a l'œil qui est progressivement guidé par les sillons dans le chemin, puis on a l'œil qui va et vient de droite et de gauche avec justement ces petites rigoles d'eau, et puis ensuite il y a presque de manière très graphique, très abstraite, eh bien on a le bandeau de la mer et le bandeau du ciel. Et ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve notamment dans ces paysages de soleil, donc de ces années 1909-1913, avec des paysages qui, pour autant qu'ils sont réalistes, eh bien, deviennent des paysages tellement composés, graphiquement composés, qu'ils en deviennent presque abstraits. Le paysage se réduit à une série de bandes avec des effets de contre-jour tout à fait étonnants, et en même temps, comme dans la théorie du paysage de Valenciennes, eh bien, on a une alternance de plans sombres, de plans clairs, de plans sombres, de plans clairs, qui permet, au fond, d'étager les plans en profondeur et de guider l'œil vers la profondeur. La dernière caractéristique, et qui est extrêmement intéressante, c'est que ces paysages ne sont jamais des paysages totalement vides. Il y a, de manière presque résiduelle, tout petits, comme des accidents de l'histoire, eh bien, des tout petits personnages qui se promènent dans ces paysages. Là, on suppose deux pêcheurs en train d'aller au bord de l'eau, et là, une dame qui est en train de sortir d'une sorte de cabane extrêmement modeste. C'est aussi une manière pour Vallotton, qui s'attache beaucoup
à la condition humaine, eh bien, une manière de dire eh bien, combien l'homme est infiniment petit devant le spectacle gigantesque de la nature. Et c'est, à mon avis, contrairement à ce qu'a pensé une certaine histoire de l'art, eh bien, c'est à mon avis tout l'intérêt qu'offrent ces paysages, c'est qu'ils ne sont pas seulement réalistes, ils ne sont pas graphiques, mais ils sont aussi eh bien, des paysages porteurs de sens, symboliques, au plein sens du terme. Dans le square à Honfleur, qui date de 1909, on retrouve une caractéristique que nous venons de voir dans le Marée montante à Houlgat de 1913. C'est-à-dire que d'une part, on a Vallotton qui réside sur place, donc qui connaît très bien la topographie des lieux, et l'on voit ici deux personnages, avec notamment une petite fille, qui se sont arrêtés sur le chemin. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que la montée sur les hauteurs de Honfleur est particulièrement abrupte, et on a exactement une topographie tout à fait bien dessinée. On a des cartes postales de l'époque et des photographies qui d'ailleurs attestent de cette véracité. Et puis en même temps, on a des arbres absolument monumentaux, gigantesques presque avec des proportions presque exagérées, qui se courbes, qui se déhanchent comme des sculptures, comme les vierges des sculptures médiévales, d'une certaine manière, qui se déhanchent, qui ont une certaine sensualité et qui, là, véritablement, provoquent une sorte d'axe de circulation du regard dans le tableau, avec en plus eh bien, un effet de contre-jour, avec cette lumière qui est derrière ce massif d'arbres, qui provoque un effet visuel tout à fait intéressant. En réalité, ces paysages ont été réalisés à partir d'éléments physiquement vus par Vallotton, mais ces paysages des années 1909 jusqu'à son décès dans les années 1920-1925, eh bien, ces paysages sont aussi ce que l'on appelle des paysages composés. C'est-à-dire que Félix Vallotton va, à partir d'éléments réels, eh bien, recomposer très savamment, ce sont des paysages peints en atelier, eh bien, recomposer eh bien, la nature qu'il a eue devant les yeux durant la journée. Et si l'on regarde par exemple ce magnifique paysage de 1924 qui représente les environs de Cagnes, eh bien l'on voit à la fois dans la manière avec laquelle il traite la touche et à la fois dans la composition du paysage, eh bien combien ces paysages sont extrêmement savamment réalisés. D'abord, regardons, on a un travail en touche fouettée sur la partie basse qui est absolument extraordinaire. C'est une peinture qui est savamment et de manière complexe réalisée, tandis que, si l'on regarde le plan médian, eh bien, on a des aplats de couleurs qui sont traités en des touches plus mêlées, en des touches plus fondues, plus d'une certaine manière en aplat de couleurs. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, quand on regarde la gamme de couleurs utilisée, eh bien, on a des oranges qui s'opposent à des violets, à des gammes chaudes qui s'opposent à des gammes plus froides. On voit que Vallotton connaissait évidemment, comme tous les peintres de sa génération, la loi du contraste simultané des couleurs entre les primaires et les complémentaires. Et puis, comme toujours dans ces paysages, eh bien, comme très souvent dans ces paysages, eh bien, une présence humaine toute petite, toute menue, qui est une manière eh bien, de dire que je suis à la fois présent au temps que je décris, et qu'en même temps, cette nature, ce paysage, me dépasse par son intemporalité et par son immensité. Et là, véritablement, Vallotton s'avère, alors lui qui a été un si grand peintre de nu, s'avère un extraordinaire paysagiste, véritablement quelqu'un qui maîtrise de manière virtuose eh bien, l'art de composer un paysage. Dans cette salle, nous avons voulu vous faire découvrir l'univers des journaux, des magazines, des revues, illustrées par Félix Vallotton dans les années 1890-1900. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, il y avait énormément de journaux. Près de 1748 journaux recensés à Paris dans les années 1900. C'est phénoménal.
Et qu'en réalité, pour un jeune artiste impécunieux venu de province ou venu de l'étranger, comme c'était son cas puisqu'il venait de Lausanne, eh bien c'était une opportunité extraordinaire de travail, parce que tous ces journaux avaient régulièrement besoin, pour certains pratiquement de manière quotidienne, avaient besoin d'images pour illustrer les articles. Donc ça, c'est le premier aspect, c'est l'intérêt pour les journaux d'un artiste, parce que c'est un moyen pour lui de tout simplement gagner sa vie. Mais il y a aussi, et surtout chez Vallotton, il y a aussi l'aspect intellectuel, d'engagement social et d'engagement politique. Et à travers les dessins que nous présentons, eh bien, vous pourrez découvrir toute une série d'engagements. D'abord, les engagements auprès d'écrivains qu'il affectionne particulièrement. C'est le cas en particulier avec Émile Zola. L'engagement, bien évidemment, avec la question de l'affaire Dreyfus, qui a divisé littéralement en deux et de manière violente la France de l'extrême fin du XIXe siècle. Et là, vous avez un dessin qui s'appelle Garde-sous. Pourquoi Garde-sous ? Parce qu'en réalité, c'est le mur du mensonge qui va s'abattre sur ceux qui l'ont commis, ici un militaire, un bourgeois et un prêtre. Et puis au fond, eh bien, on voit Vallotton s'intéresser à tous les aspects de l'actualité, parfois même des aspects dramatiques, mais j'allais dire presque des aspects anecdotiques. Et vous avez ici un dessin qui s'appelle « Sainte Vierge, il était temps », qui en fait a été réalisé pour Le Canard Sauvage, qui était un journal assez radical politiquement, dessin réalisé en 1903, où il y a eu tout un numéro qui a été consacré au naufrage d'un navire qui s'appelait le Liban et qui, ayant fait naufrage, eh bien, a entraîné la mort tragique d'un bon nombre de ses passagers. Et d'une certaine manière, ça a été un peu comme le naufrage de la Méduse, mais non pas celui du début du XIXe siècle, mais du début du XXe siècle. Et on voit là une image tragique avec un monsieur qui est d'ailleurs tout de noir vêtu, son âme est noire et son habit est noir aussi, qui littéralement étrangle une pauvre jeune fille pour être le premier à accéder à la bouée. Bien évidemment, la guerre de 1914, alors que auprès de laquelle Vallotton a été très, très impliqué. On a un Vallotton qui écrit un journal sur la guerre de 1914, dans lequel il écrit des phrases tout à fait poignantes. Lui qui veut s'engager aussi, donc il ne peut pas véritablement s'engager et porter les armes, donc il fait des dessins qui sont ensuite vendus pour soutenir l'effort de guerre, et puis il relate aussi la dureté de la vie de ces combattants. Tu as des nouvelles ? Oui, ma feuille de contribution, c'est tout à fait à la fois risible et à la fois tragique. En tout cas, il y a une chose que l'on peut noter dans ces dessins, c'est de voir la manière avec laquelle il crée des icônes, littéralement. Et je crois que finalement, Félix Vallotton est un immense dessinateur. Pourquoi ? Eh bien parce que, au-delà même de l'anecdote qui a servi de base, qui a servi de substrat à son dessin, eh bien le dessin conserve, même aujourd'hui, même 100 ans après, eh bien, conserve aujourd'hui eh bien, une force, un impact visuel, un impact moral et idéologique extrêmement fort. On comprend qu'il s'agit ici de l'assassinat lâche d'un homme, même si on a oublié eh bien, le contexte politique de l'époque. On comprend qu'il s'agit ici eh bien, d'une affaire d'égocentrisme et de mépris de la vie humaine, même si on ne sait pas eh bien, l'arrière-plan du naufrage du Liban. Et c'est là où l'on peut véritablement déterminer ce qu'est un immense dessinateur. Et je dis souvent que Vallotton, finalement, c'est d'une certaine manière le chaînon manquant entre Daumier et Plantu, c'est-à-dire des gens qui sont capables, avec quelques traits, eh bien, de fixer une histoire à travers une icône graphique. Nous sommes ici au premier étage et nous voulions évoquer dans cette salle l'engagement social et politique de Félix Vallotton. La première chose qu'il faut dire, c'est que cet engagement n'est pas partagé à l'époque par tous les artistes. Si l'on prend l'exemple des impressionnistes,
Monet par exemple, Sisley ou Cézanne, eh bien, nous avons dans leur œuvre, dans leur corpus, eh bien, extrêmement peu d'œuvres qui sont directement liées à l'actualité sociale, politique, idéologique du moment. Chez Félix Vallotton, ça occupe une place extrêmement importante et très souvent reliée à des événements contemporains. Nous avons par exemple ici une gravure dans laquelle il montre l'arrestation d'un anarchiste. Eh bien, dans les années 1892-1895, eh bien, l'anarchisme était quelque chose qui était extrêmement présent, à la fois dans des revues comme Le Père Pénard, par exemple, comme L'Escarmouche de Georges Darien, mais aussi, eh bien, malheureusement, eh bien, avec des attentats et des arrestations, notamment celle très célèbre de Ravachol. Or, il se trouve que Félix Vallotton avait dans ses amitiés, Paul Signac, Maximilien Luce, eh bien des gens qui ont été très directement inquiétés par la lutte contre les attentats anarchistes et les terrorismes de l'époque. Dans la gravure sur bois ici, qui s'intitule « L'exécution », eh bien, il montre une chose qui, évidemment, rétrospectivement, est horrible et terrible à imaginer. Eh bien, c'est non seulement les exécutions par la guillotine, mais c'est surtout les exécutions publiques qui attiraient à l'époque, hélas, beaucoup de monde, et que d'ailleurs Félix Vallotton dénonce, et l'intérêt du public pour les exécutions publiques, eh bien, était telle que la police devait faire la chasse aux photographes et par la suite aux cinéastes amateurs qui clandestinement photographiaient puis revendaient les photographies. Là, chez Félix Vallotton, on est dans l'ordre de la dénonciation. Dans cette estampe ainsi que dans celle-ci, nous voyons des charges de policiers contre des manifestants. Ici, ce sont des manifestants qui manifestement sont des ouvriers. Inversement, ici, eh bien, vous voyez, nous voyons des chapeaux haute forme qui sont en train de voler, les gens sont en train de courir. Bah oui, cette manifestation des bourgeois, nous pouvons tout à fait imaginer qu'il s'agit eh bien, des mouvements de foule lors de la crise boulangiste, c'est-à-dire lorsque le général Boulanger a failli marcher sur l'Élysée et au fond le moment où la République eh bien, était en péril. Oui, il faut se souvenir que la République a été à un moment donné en péril à la fin des années 1880. Et puis, l'un des derniers chevaux de bataille de Félix Vallotton, bah, évidemment, c'était la question militaire, et Félix Vallotton professait un certain antimilitarisme que l'on peut voir dans un certain nombre d'estampes de l'époque. Cet antimilitarisme de Vallotton, qui n'avait pas du tout envie que les gens aillent se faire massacrer sur les champs de bataille, va toutefois complètement s'infléchir lorsqu'il y aura eh bien, la guerre de 1914, où là, c'est le réflexe patriotique de défense des valeurs communes à la France qui va jouer, et Félix Vallotton va à ce moment-là écrire des pages absolument poignantes et littéralement s'engager dans la guerre pour soutenir l'effort des soldats sur le champ de bataille. Au terme de cette visite faite ensemble, eh bien, je voulais vous remercier de l'attention que vous avez bien voulu m'accorder. Je voulais vous inviter à venir voir, découvrir, admirer, vous émerveiller, vous être plein d'émotions à cette exposition Félix Vallotton en noir et en couleur au Musée Bonnard au Canet du 12 mars au 12 juin 2022. Et je voulais, à cette occasion, remercier véritablement eh bien, toutes les équipes du Musée Bonnard qui ont fait vraiment un travail absolument exceptionnel. À tout bientôt.